Je vais essayer de vous parler en 3 séances des questions les plus brûlantes de la génétique. Alors, si vous êtes là ce soir, c'est sans doute parce que vous vous êtes déjà posé la question, vous vous êtes déjà demandé quel est exactement le message qui nous est transmis par nos gènes, quelle est la part de déterminisme génétique dans notre vie. Vous allez voir que ce sont là des questions d'actualité, parce que malgré le siècle de développement de la génétique, on n'a pas vraiment réussi d'apporter une réponse claire et exacte à ces questions. Donc nous allons quand même essayer de parcourir un peu l'histoire de la génétique et aussi l'évolution des idées dans la génétique pour comprendre pourquoi nous n'avons pas encore vraiment des réponses à ces questions et quelles pourraient être les directions futures dans le développement de cette réflexion sur ces questions. Donc aujourd'hui, je vais parler, je vais faire, je dirais, un petit aperçu historique de la génétique pour vous montrer comment, à partir d'une question simple, qu'est-ce que c'est l'hérédité, la science a essayé d'apporter des réponses à partir du 19e siècle, grosso modo, jusqu'à nos jours. Je ne vais pas faire, bien entendu, un cours de génétique, je ne vais pas faire un cours d'histoire de génétique non plus. Je vais essayer de vous montrer plutôt l'évolution des idées, illustrée avec quelques exemples. Alors, la première chose qu'on se demande, c'est qu'est-ce que c'est l'hérédité exactement? Ou qu'est-ce que c'est un caractère héréditaire? Alors la réponse, intuitivement, est relativement simple. On sait que les enfants ressemblent à leurs parents, on sait aussi que les espèces se répercutent, disons, certains types de caractères sont transmis à travers des générations différemment selon les espèces. Donc, je sais pas, les chats font des petits chats, les chiens font des petits chiens, les humains font des petits humains, etc. Donc intuitivement, on dirait que c'est relativement simple. Tout ce qui est invariant à travers des générations, ça peut être génétique. Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Alors, dès le début de la réflexion scientifique sur le monde, oui, avant de passer à l'historique, je voudrais juste dire qu'effectivement, quand on parle de l'hérédité, il est pratiquement impossible de ne pas parler de l'évolution et de développement ou de l'ontogénèse aussi. Donc ce sont deux grands domaines de biologie qui sont étroitement liés à la génétique. Alors, il est impossible de tout inclure dans 3 conférences. Donc je vais essayer de me focusser surtout sur la génétique et quand c'est nécessaire, bien entendu, nous allons faire une petite intrusion dans le domaine de l'évolution ou du développement. En ce qui concerne l'évolution, parce que ça sera la partie qui sera peut-être moins discutée pendant ces 3 conférences, comme vous savez, en parlant de l'évolution des vivants, nous cherchons la réponse à la question comment le vivant évolue au cours du temps, donc comment il change au cours du temps. Donc l'évolution peut être considérée comme une science du changement. Alors que la génétique, c'est au contraire, c'est une science de l'invariant. Parce qu'on essaie de comprendre ou expliquer pourquoi certains caractères sont invariants d'une génération à l'autre. Nous allons, bien entendu, comme je disais, avoir plusieurs fois affaire à l'évolution, mais pour l'instant, mettons l'évolution de côté. Donc, dès le début de la réflexion scientifique, les scientifiques ou les naturalistes de l'époque se posaient la question de l'hérédité. Donc, il y avait en gros 2 réponses simples à la question. La réponse, une des réponses, c'était ce qu'on appelle la préformation, c'est-à-dire les représentants de ce courant ont pensé que dans les gamètes, il y a déjà tout fait. Donc, il y a un petit être vivant qui est encapsulé dans les gamètes. Et en fait,
tout ce qui se passe, c'est que ce petit être vivant va grandir, et donc à la naissance, on a affaire à, pas à un adulte, mais déjà à un être qui est qui est en processus de grossissement ou grandissement, et pas un processus de développement. Parmi les représentants de ce domaine, il y a quand même des naturalistes très connus et très reconnus de leur époque. Si vous regardez les quelques noms que j'ai mis ici juste pour l'illustrer, Malpighi, c'est un anatomiste, certaines structures anatomiques portent toujours son nom. Leeuwenhoek était l'inventeur de microscopes. Donc vous voyez, ce sont des gens qui ont contribué de façon très significative au développement des sciences. L'autre courant, c'est le courant qu'on appelle de l'épigénèse, de l'épigénèse. Alors paradoxalement, j'illustre ce courant par une idée qui vient d'Aristote. Vous savez, on fait souvent référence à l'Aristote parce que dans ses œuvres, on peut trouver toujours une bonne citation qui nous aide d'expliquer ce qu'on veut. Alors Aristote, il disait que les nouvelles structures de l'embryon, peut-être c'est pas mot à mot, la citation n'est pas exacte, mais il considérait que les nouvelles structures apparaissent progressivement par l'épigénèse. Donc il a introduit le terme épigénèse, donc c'est pour ça qu'on fait référence à lui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'il n'y a rien de préformé dans les gamètes, il n'y a pas de petit homuncule, mais progressivement, étape par étape, l'organisation anatomique et physiologique de l'individu va se construire ou va se développer. Alors, parmi les représentants de ce courant, il y a aussi des scientifiques très éminents. Je cite par exemple le nom de William Harvey, c'est lui qui a découvert la circulation sanguine. Donc, on voyait, c'était des questions discutées par les, peut-être pas biologistes, disons naturalistes de l'époque, très vivement. Et ces deux domaines, la préformation et l'épigénèse, en quelque sorte déterminé pour des siècles le développement de la biologie en général. Donc vous allez voir. Alors, si on commence par la vision préformationniste des choses, à quoi ça peut apporter une réponse et quelles sont les questions auxquelles elle ne répond pas? Si on imagine qu'il y a un petit être préformé dans les gamètes, on n'a plus de problème de transmission génétique. En utilisant le terme d'aujourd'hui, étant donné que tous les caractères des parents sont déjà présents dans les gamètes, et donc il ne s'agit que d'une augmentation de taille et pas d'un changement quelconque. Donc nous avons apporté une réponse très simple au problème de transmission des caractères. En revanche, il y a un problème conceptuel fondamental qui se pose ici. S'il y a un petit être dans les gamètes, alors ce petit être doit avoir aussi des minuscules gamètes. Dans ces minuscules gamètes, il y a aussi des minuscules êtres déjà préfabriqués, préformés, qui doivent être présents. Ces minuscules êtres ont aussi des gamètes encore plus petits, et ainsi de suite. Donc, on a un enchaînement à l'infini, et on ne peut pas vraiment expliquer l'origine de ce processus. Donc d'où vient le premier homuncule qui est présent dans la toute première gamète. Ce n'est pas par hasard que les préformationnistes font référence très très souvent à la création. Bien entendu, il faut avoir une cause initiale. Donc la cause initiale, c'est l'acte de la création. Et donc, de point de vue strictement scientifique, le problème est résolu. L'autre courant est l'épigénèse. Et donc, l'épigénèse, que j'illustre ici avec un dessin pris dans le livre de Ernst Haeckel, qui est du 19e siècle, donc ce n'est pas vraiment un épigénétiste de 16e, 17e, fait appel à tout ce qui concerne l'ontogénèse, donc le développement.
Donc l'épigénèse a pour but d'expliquer ou d'écrire d'abord et puis expliquer le développement. Alors là, on voit l'enchaînement des événements, on voit comment l'être vivant émerge à partir d'une cellule au départ. Donc on voit son développement, on peut le décrire étape par étape. On peut même découvrir éventuellement certaines lois. C'est ce que Ernest Haeckel a essayé de faire en faisant le rapport entre l'évolution et l'ontogénèse. C'est lui qui est à l'origine de la thèse que l'ontogénèse récapitule l'évolution. Tout simplement, il a observé les différents stades de développement de ces différents animaux. Il a observé que les embryons précoces se ressemblent beaucoup et les spécificités de chaque espèce apparaissent à un stade ultérieur de développement, donc développement embryonnaire. Donc sa thèse, l'ontogénèse récapitule l'évolution, bon, nous savons maintenant que c'était une simplification, mais quand même c'est une première tentative de synthèse entre la science de l'évolution et la science de l'embryologie de développement. Donc pour revenir à l'épigénèse, donc l'épigénèse a donné naissance à un autre domaine scientifique qui est l'embryologie. Alors l'embryologie nous apporte donc une réponse concernant le développement, mais nous ne savons toujours pas d'où vient cette invariance des caractères d'une génération à l'autre. Donc on n'a pas expliqué vraiment l'hérédité. Comme vous voyez, le problème de l'hérédité et de l'ontogénèse et de l'embryologie sont étroitement liés. On peut facilement l'expliquer l'un et pas l'autre, ou l'autre et pas l'un. Donc les deux grands courants qui ont pris leur naissance, disons, au XVIe, XVIIe siècle, le préformationnisme et l'épigénèse, se développent en parallèle jusqu'au XIXe siècle. Et c'est au XIXe siècle que l'idée de l'évolution apparaît également dans la réflexion scientifique. Et donc, ces trois grands domaines forment un ensemble de la biologie. Quelle est l'idée prépondérante de l'hérédité au XIXe siècle? Là, je vous montre le portrait d'un naturaliste du XIXe siècle, un des représentants des sciences de l'hérédité, qui était le partisan de l'hérédité par mélange, tout simplement parce que c'est une personne qui représente bien la vision de l'époque de l'hérédité. Alors, au XIXe siècle, donc, nous avons déjà une théorie d'évolution qui était proposée par Lamarck et puis par la sélection naturelle par Darwin. Nous avons déjà une embryologie, une science d'embryologie qui se développe, et la science de l'hérédité essaye d'expliquer donc la transmission ou la ressemblance des générations entre elles. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils considèrent que c'est une évidence, on regarde les enfants, ils ressemblent aux deux parents, n'est-ce pas? Donc on peut en conclure que l'hérédité se fait par mélange des caractères. Donc chaque descendant hérite quelque chose ou reçoit quelque chose de leurs parents et il représente un mélange des caractères des deux parents. Donc l'idée de l'hérédité par mélange était une idée généralement acceptée par tout le monde à l'époque, y compris Darwin par exemple. Donc ça c'était considéré plus ou moins comme beaucoup de thèses de génétique de maintenant qui sont généralement acceptées par tout le monde. Alors à ce moment-là, il y a une autre personne qui a publié ses travaux, c'est Gregor Mendel. Alors Gregor Mendel, vous avez sans doute entendu son nom, c'est un moine tchèque qui s'amusait à croiser des petits pois dans son jardin au monastère. Il a fait des observations qu'il a publiées dans un article et c'est passé plus ou moins inaperçu. En fait, il a envoyé son article à tous les grands scientifiques de l'époque, y compris à Nageli, il a envoyé à Darwin aussi. On a trouvé un exemplaire de son article encore emballé et non découpé sur l'étagère dans la bibliothèque de Darwin. Il n'a jamais lu, probablement jamais lu. En revanche, il a correspondu pas mal avec Nageli. Et Nageli lui a vivement conseillé d'abandonner ses études parce que ça menait à rien.
Alors maintenant, on considère Mendel comme le fondateur de la génétique, et ses observations étaient redécouvertes, entre guillemets, une bonne cinquantaine d'années plus tard. Donc, ce que je voudrais vous expliquer éventuellement avec la comparaison entre Mendel et Nageli, c'est que pourquoi à l'époque, dans son époque, il n'était pas compris. Mais pour ça, il faut qu'on fasse un minimum de génétique. Donc, je vais essayer de vous résumer très rapidement l'essentiel des observations faites par Mendel, tout simplement parce que ça représente les bases de la génétique actuelle. Donc, peut-être vous vous souvenez encore que si vous étiez un bon élève, vous avez fait attention pendant les cours de SVT. Donc, vous savez que Mendel croisait des petits pois et il a choisi soigneusement quelques caractères tels que la couleur des fleurs, la forme ou la couleur des grains ou encore d'autres caractères, et il faisait des croisements systématiques pendant des années et il observait la transmission de ces caractères dans les générations suivantes. Alors qu'est-ce qu'il a observé? Je vais juste prendre deux exemples. Quand il a croisé des plantes avec des fleurs violettes et des fleurs blanches, donc c'est la génération parentale, il a observé que dans la première génération, il n'y avait que des descendants avec des fleurs violettes. Donc il a tout simplement n'a pas vu des fleurs blanches, ça a disparu. En revanche, quand il a croisé des plantes de la première génération, donc il y avait toutes des fleurs violettes, ce qu'il a vu, c'est que dans la génération suivante, donc il croise ces plantes entre elles, et dans la génération suivante, il voit réapparaître les fleurs blanches. Il y a à peu près 25% des fleurs qui sont blanches et 75%, donc les trois quarts, sont violettes. Alors je reviens juste un moment ici. Ici, vous voyez les vrais chiffres que lui, il a observés. Donc on voit que l'observation est vraiment très proche. Le rapport 3 à 1 est effectivement observé. Une autre expérience, quand il a donc croisé, là il observe deux caractères à la fois. Donc il observe à la fois la forme et la couleur des grains. Et donc il croise des plantes qui ont des graines jaunes et rondes avec des plantes qui ont des graines vertes et ridées. Et ce qu'il observe, c'est que, de nouveau, la première génération, tous les individus sont identiques. Donc, identiques pour ces caractères. Donc, il observe que des graines jaunes et rondes. En revanche, quand il croise ces individus, ces plantes entre elles, à la génération suivante, il voit réapparaître les caractéristiques observées dans la génération parentale. Il observe des graines jaunes et rondes, mais il observe aussi des graines vertes et ridées, comme les grands-parents, mais il observe aussi les mélanges. Donc il observe aussi des graines qui sont rondes mais vertes et des graines qui sont ridées mais jaunes. Donc il y a un remélange des caractères des grands-parents qui apparaît 2 générations plus tard. Et il observe toujours un rapport entre la fréquence de ces caractères qui est 9, 3, 3, 1. Donc il ne sait pas trop quoi faire avec. Il a constaté soigneusement ces proportions. Il a répété l'expérience beaucoup de fois. Il a des chiffres assez élevés pour être sûr. On dirait aujourd'hui que ces résultats sont statistiquement significatifs. Mais il ne sait pas trop quoi faire avec. Donc il propose des hypothèses. Il propose qu'un caractère peut présenter plusieurs formes différentes. C'est une évidence. Un grain peut être rond ou ridé, une fleur peut être d'une couleur ou d'une autre. Il propose aussi qu'un organisme hérite 2 facteurs, on appelle allèles dans la génétique de maintenant, pour chaque caractère. Ce sont des facteurs qui déterminent le caractère. Alors, ces 2 facteurs agissent ensemble, donc ils déterminent ensemble le caractère. Quand il s'agit d'un facteur ou d'un allèle dominant, il va masquer l'effet de l'autre.
La quatrième hypothèse, c'est que les deux facteurs se séparent, donc ils se peuvent séparer durant la formation des gamètes. Donc chaque parent contribue à son descendant un seul facteur, et un seul des deux dont il possède. C'est la loi de ségrégation. Et le dernier point, c'est que les paires de facteurs, donc les déterminants des caractères, sont indépendants. Donc ils se séparent de façon indépendante des uns des autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, on appelle dans la génétique les facteurs des gènes, et l'ensemble des gènes, c'est le génotype. Donc, l'expérience avec les fleurs, nous avons le facteur grand A et le facteur petit a. Donc un parent possède deux facteurs A, mais il en transmet un seul. Et l'autre parent qui possède deux facteurs petit a, et il en transmet un seul à son descendant. Donc on a, dans tous les cas, on a une combinaison de grand A avec un petit a. C'est la première génération. On a vu qu'effectivement, toutes les plantes de la première génération sont identiques, ils ont toutes des fleurs violettes, n'est-ce pas? Ou pareil pour les graines, toute la première génération, tous les individus, toutes les plantes de la première génération sont identiques. En revanche, quand on commence à croiser ces individus entre eux, ce qu'on voit, c'est que chaque parent transmet soit un grand A, soit un petit a, et donc on a trois combinaisons différentes possibles. On a une combinaison 2A, 2 grands A, 2 petits a, et on a les combinaisons grand A, petit a. Alors quand on regarde maintenant ce que ça donne au niveau des caractères, donc au niveau des phénotypes, on voit qu'il y a une relation dominance probablement, parce que dans la première génération, nous observons que des fleurs violettes, et pourtant chaque plante a les déterminants théoriquement de grand A et petit a, mais phénotypiquement, donc les caractères, l'ensemble des caractères s'appellent maintenant phénotypes, sont toujours violettes. En revanche, dans la deuxième génération, on voit se ségréger ces caractères, la loi de ségrégation, réapparition des caractères des grands-parents, et nous observons 3 fois plus de fleurs violettes que de fleurs blanches. Et les 3 fois plus de fleurs violettes correspondent aux plantes qui ont des caractères 2 grands A ou 1 grand A et un petit a. Donc, point de vue combinatoire, c'est parfait, ça correspond parfaitement à ce qu'on a observé. Alors, un cas un peu plus compliqué, oui, il peut y avoir des cas quand il n'y a pas de dominance, c'est-à-dire quand les deux facteurs, les deux gènes, contribuent de façon égale à déterminer un phénotype, un caractère. Dans ce cas-là, on aura un certain phénotype qui correspond à 2A, un autre qui correspond à 2 petits a, et nous aurons aussi des phénotypes qui correspondent au mélange de grand A et petit a. Vous allez voir, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Dans ce cas-là, on va observer une ségrégation de 1, 2, 1. Alors, un cas plus compliqué quand on observe 2 caractères. Donc, c'était le cas des grains. Donc, on a observé la forme et la couleur. Je ne vais pas refaire tout le tableau. On a toutes les combinaisons arithmétiquement possibles. Vous avez, dans la première génération, vous voyez que tous les individus sont identiques génétiquement parce qu'ils ont hérité toujours un facteur d'un, un facteur de l'autre parent. Donc, ils sont tous, on dit ça, hétérozygotes parce qu'ils ont, pour chaque caractère, ils ont les 2 types de facteurs mélangés. Et quand on mélange ces individus, quand on croise ces individus, on va de nouveau observer une ségrégation de ces caractères et nous allons observer un mélange de toutes les combinaisons possibles dans les proportions 1, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 1, 1. Alors, au niveau de phénotype, qu'est-ce que Mendel a observé? Il a observé 9, 3, 3, 1. Et le 9, 3, 3, 1 va correspondre effectivement à, voilà par exemple, là c'est 2 grandes A, 2 grandes B, il est seul, mais il y aura 4 individus avec grand A, petit a, grande B, petit b, vous voyez il y a 4, ça correspond à 4. Et donc en fait, tous ces individus-là seront phénotypiquement identiques parce qu'il y a une relation de dominance entre les différents facteurs. Donc de nouveau, avec l'hypothèse de Mendel, l'existence de 2 facteurs pour chaque caractère, un seul facteur transmis par parent, les 2 facteurs
collaborent, entre guillemets, pour déterminer le caractère visible, nous avons une explication très simple pour tout ce qui est observation de base de ce type. Alors, juste pour vous montrer que si on cache le B et on tient compte que des A, on retrouve les mêmes proportions que quand on a regardé effectivement que les A séparément. Donc il n'y a pas de miracle, c'est une combinatoire parfaite. Les deux facteurs sont parfaitement indépendants et les mélanges se font au hasard. Alors voilà un autre exemple. Un individu peut avoir deux facteurs, deux allèles de même gène, deux copies de même facteur, mais dans une population, il peut avoir plusieurs différentes allèles dans la circulation, si je peux dire, qui peuvent se recombiner dans les individus de façon différente. Donc, c'est le cas, par exemple, des groupes sanguins chez l'homme. Donc, nous savons qu'il y a 3 groupes sanguins, A, B, O. Alors, en fait, ils correspondent à des allèles différentes. Donc, AA va donner, ce génotype va donner le groupe A. 2 grand B va donner le génotype de groupe BB et le phénotype de groupe B. Le 2O vont donner le génotype OO et le groupe O. En revanche, quand vous avez un mélange de grande A et grande B, ça va donner le groupe sanguin AB, parce qu'il n'y a pas de relation de dominance entre ces deux gènes, entre ces deux allèles, pardon. Donc, il y a un mélange qui se fait, et donc un phénotype mélangé qui apparaît. L'allèle qui détermine le O est récessif, donc il est dominé par le A et aussi par le B. Donc quand il se trouve en combinaison avec le A ou avec le B, c'est l'autre, c'est la lettre qui va emporter, et donc on aura un génotype AO, mais phénotypiquement, ça sera un groupe A. Ou pour le B, génotypiquement c'est BO, phénotypiquement groupe B. Donc vous avez ici un exemple de mélange de deux types de relations qu'il peut y avoir entre les allèles, le dominant récessif d'un côté et la codominance de l'autre côté. Avec ça, on a fait à peu près le tour de la génétique classique, si vous voulez, de façon très très simple. Donc nous avons réussi de confirmer, entre guillemets, les hypothèses de Mendel. Alors, pour résumer, donc maintenant, ce que Mendel a appelé facteur, on l'appelle gène. Ce gène est une entité théorique, c'est un outil conceptuel. Mendel n'a jamais vu de gène, il ne sait pas ce que c'est. Il utilise l'idée de facteur, donc ce concept, uniquement pour expliquer ses observations. Donc il s'agit d'un outil conceptuel. On ne peut pas l'observer. Ce qu'on peut observer, c'est uniquement les phénotypes, donc les vrais caractères. En revanche, on suppose que ce n'est pas les caractères qui sont transmis, mais le gène. Donc le gène, ce qu'on ne peut pas observer. Alors, paradoxalement, notre but est d'expliquer l'invariance des caractères d'une génération à l'autre, n'est-ce pas? Or, on ne peut définir un gène que dans sa relation avec un caractère ou avec un phénotype différentiel. Si toutes les fleurs sont toujours violettes, on ne peut plus faire de la génétique. Parce qu'on peut, quel que soit le croisement qu'on fait, on aura toujours des fleurs bleues, on n'aura jamais l'idée qu'il y a un gène derrière qui détermine quoi que ce soit. Donc, le fait qu'on a besoin d'un différentiel pour observer l'hérédité, et donc on explique paradoxalement l'invariance par une différence, est un point essentiel qui est très souvent oublié ou négligé tout simplement non seulement par les scientifiques eux-mêmes, mais aussi par les gens qui font appel à la génétique pour expliquer des choses, je dirais. Imaginez que vous voulez dire qu'il y a un gène de l'intelligence. Or, on n'explique qu'un différentiel. Donc, on ne peut pas vraiment faire appel à un gène de quelque chose, parce que le gène de quelque chose, ça n'existe pas. On n'a que des différentiels qu'on essaie d'expliquer avec la combinatoire des gènes. Alors, le gène, en même temps, il est supposé, donc il est théorique, c'est un outil conceptuel, on ne peut pas l'observer, mais on le suppose invariable entre les générations. Donc c'est pour ça que
peuvent servir pour expliquer l'hérédité. Alors juste pour revenir un moment sur le débat de Nageli et Mendel, maintenant vous voyez pourquoi Mendel était ignoré par ses contemporains. Ce n'était pas par méchanceté, bien sûr. C'était tout simplement parce que ce que lui a proposé, c'était absurde. Tout le monde savait que l'hérédité était un mélange de caractères. Donc les enfants ressemblent aux deux parents. Et tout d'un coup, il y a M. Mendel qui arrive et qui dit que tous les individus de la première génération ressemblent à un des deux parents, et pas à l'autre. Et en revanche, il dit qu'après la génération suivante, on observe la réapparition des caractères des grands-parents. Et donc il y a des individus qui ne ressemblent qu'à un des deux grands-parents. C'est absurde, n'est-ce pas? Donc c'est contre ce qu'on observe tous les jours et c'est contre-intuitif. C'est comme si on vous disait aujourd'hui que si je jette cette télécommande, il ne va pas tomber par terre, mais il va s'envoler vers le haut. Parce que ça contredit tout ce qu'on accepte comme connaissance actuelle sur la physique. Donc la raison pour laquelle Mendel n'était pas pris au sérieux, c'est tout simplement parce qu'il disait quelque chose qui était incompréhensible vu à travers les lunettes de la science de son époque. Mais il a quand même fait une contribution très importante parce qu'il a contribué justement à l'idée qu'on peut découper un caractère, donc on peut discréditer, donc on peut couper en petits morceaux un caractère, et si on les considère comme ça, si on les découpe suffisamment petits, donc on prend des tout petits morceaux, alors avec ça on peut trouver un formalisme simple, même utilisable avec des moyens mathématiques, quoique lui il n'a pas fait, et au 19e siècle personne n'a fait, mais ça va venir très rapidement au 20e siècle. Donc il a créé un cadre conceptuel qui permettait d'approcher le problème de l'hérédité avec des outils conceptuels très simples et simplement formalisables. C'est pour ça que quand ces lois étaient redécouvertes au début du XXe siècle, ou autour de 1900, la génétique a eu un développement très très rapide. Il y a une autre contribution historique à la génétique qui est essentielle et qui continue d'être essentielle de nos jours, à mon avis en tout cas, c'est la contribution d'August Weismann. Auguste Weismann était aussi un naturaliste du 19e siècle et il s'intéressait également beaucoup à l'hérédité. Il était partisan de l'hérédité par mélange d'ailleurs. Sa grande contribution à la génétique, c'était l'idée de sa thèse ou son hypothèse de continuité de la plasma germinatif. Alors qu'est-ce que c'est le plasma germinatif? Il a dit que tous les animaux ou tous les êtres vivants ont un plasma germinatif et un plasma somatique. Le somatique, c'est le soma, c'est le corps, c'est les tissus du corps, et le plasma germinatif correspond à la lignée germinale, donc aux cellules germinales. Donc ce que nous observons en effet, c'est une continuité de cette lignée germinale qui passe à travers des générations. Donc il y a une continuité sans interruption entre les lignées germinales. Et comme des branches d'un arbre, le soma, le plasma somatique, se développe à partir de ça. Alors pourquoi c'est une idée aussi importante? D'une part parce qu'on voit ici une sorte de tentative de synthèse entre l'embryologie et la génétique. Donc il dit que voilà le plasma germinatif qui se transmet, qui est continu. Et en fait, le développement du corps, c'est une sorte de cul-de-sac de développement en quelque sorte. Ça ne sert que finalement de porter la plasma germinative jusqu'à la génération suivante. Ce qui est encore plus important, c'est qu'avec cette idée de continuité de plasma germinatif, on introduit l'idée de l'impossibilité de l'hérédité des caractères acquis. Pourquoi? C'est parce que c'est le corps, le soma, qui est exposé à l'environnement, qui est en interaction avec l'environnement. Donc tout ce qui agit sur des cellules somatiques, par exemple, n'aura absolument aucun effet sur le plasma germinatif.
le plasma germinatif. Évidemment, on peut imaginer qu'il subit un choc terrible, température, irradiation, quoique lui, il ne connaissait pas encore l'irradiation, mais on peut imaginer qu'il peut créer des changements. Mais en général, dans une situation normale, tout ce qui agit sur le corps ne va pas agir sur le plasma germinatif. Donc, on ne peut pas avoir des caractères acquis au cours de la vie qui sont transmis à la génération suivante. Il a même fait des expériences, c'est-à-dire qu'il a coupé les queues de souris pendant plusieurs générations et il a observé que les souriceaux naissaient toujours avec une queue et donc ces caractères, bien qu'il a appliqué une sélection stricte parce qu'il a coupé la queue de toutes les souris, ça n'a pas été transmis à la génération d'après. D'ailleurs, il aurait pu ne pas faire cette expérience parce que nous savons qu'au cours de l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup d'expériences, entre guillemets, de ce type qui étaient faites avec le même résultat. Nous connaissons tous des coutumes de déformation des différentes parties du corps, de rallongement du cou ou écraser les pieds. Et on sait très bien qu'à chaque génération, il devait refaire la même chose, ou la circoncision, qui est une habitude millénaire, il faut chaque fois recommencer. Donc nous savons de la vie quotidienne quel est le résultat que Weissman devait obtenir. Donc la thèse de l'impossibilité de l'hérédité des caractères acquis est une thèse fondamentale de la génétique. Entre parenthèses, nous savons aussi très bien que Weissman s'est trompé. Tout simplement parce qu'il existe une multitude d'êtres vivants ou d'espèces pour qui soit il n'y a pas de plasma germinatif du tout. Je vous ai donné 2 exemples uniquement parce que j'ai trouvé des jolies photos. Donc vous avez des cellules unicellulaires où le corps et la cellule germinale, c'est la même chose. Donc la division de la cellule, c'est à la fois la reproduction et donc la transmission des caractères. Mais aussi, on a beaucoup d'organismes multicellulaires qui peuvent se reproduire par la voie somatique, donc par un bourgeonnement ici, comme dans le cas de l'hydre, mais aussi, par exemple, chez les plantes, on peut régénérer une plante entière à partir d'une petite tige ou un petit bout de feuille ou pratiquement de n'importe quelle partie de la plante. Vous avez sans doute vu déjà des vers de terre, on les coupe en 2 et ça fait 2 vers de terre, et ainsi de suite. Donc on a beaucoup d'exemples où on peut régénérer, où l'espèce carrément utilise des types de reproduction somatique pour se reproduire sans avoir recours à un plasma germinatif. Plus tard, l'embryologie a produit encore d'autres observations qui contredisent à la thèse de Weissman. Nous savons par exemple que les cellules germinales, ou disons les ancêtres des cellules germinales dans l'embryon des mammifères, apparaissent longtemps après la fécondation. Donc pendant une bonne partie du développement embryonnaire, on ne sait pas quelle partie de l'embryon va donner les cellules germinales. Donc il n'y a pas de ségrégation stricte entre le germen et le soma chez les mammifères non plus. N'empêche que la thèse de Weissman sur l'impossibilité de l'hérédité des caractères acquis est restée gravée dans le marbre, dans la génétique. Donc, comme je disais tout à l'heure, le facteur de Mendel est devenu gène, qui est un outil conceptuel qu'on ne peut définir que dans sa relation avec un phénotype différentiel, et ça on oublie très souvent, et que le gène est supposé de rester invariable entre les générations. Alors, on dirait maintenant, disons, si vous ouvrez un livre de génétique, vous allez trouver la même chose de façon simplifiée. On considère qu'un gène détermine un caractère, que l'ensemble des gènes, c'est le génotype, et l'ensemble des caractères, c'est le phénotype. Et donc, le gène est invariable, et c'est pour ça que l'hérédité de l'acquis est impossible. Ça, c'était à peu près la situation au début du développement de la génétique classique. Donc, on est à peu près au début du XXe siècle, et
ces thèses-là ou ces définitions-là sont plus ou moins acceptées jusqu'à nos jours. Et pourtant, déjà à l'époque, on avait un grand nombre d'exemples qui suggéraient que non seulement qu'il y a des exceptions, mais qu'il y a des exceptions systématiques. On ne peut pas expliquer aussi facilement que ça. Je vais juste citer quelques exemples. L'épistasie, qui correspondent à une situation où plusieurs gènes interagissent ensemble et on ne peut pas prédire de façon très simple le phénotype à partir du génotype. En fait, quand il y a un gène ou un allèle d'un gène peut agir sur un ou plusieurs allèles d'un autre gène et donc ça peut produire des effets assez bizarres. Donc voilà un exemple. La forme de potiron, il s'agit d'un système de 2 gènes. Donc toutes ces formes sont créées par la combinatoire de 2 gènes et des allèles de 2 gènes différentes. Et grâce à l'interaction de ces gènes, on peut avoir une multitude de formes beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait imaginer avec un schéma aussi simple que chez Mendel, où on n'avait que 3 phénotypes ou 4 phénotypes différents. On a aussi des cas que la génétique classique appelle l'expressivité variable, c'est-à-dire que nous connaissons le génotype, en fait nous déduisons le génotype à partir du génotype des parents, et donc on sait que ces 3 mouches ont un génotype identique, et n'empêche que le phénotype est très différent. Donc ici, nous avons une mutation chez la drosophile qu'on appelle ALS, donc sans yeux, et nous voyons qu'il y a des individus qui sont mutants et qui ont des yeux absolument normaux, et il y a aussi tous les stades intermédiaires entre le pas d'yeux du tout et un œil normal. Donc ça, on appelle une expressivité variable. Ça veut dire que le gène est bien là, qui déterminerait le caractère de l'absence des yeux, mais il n'est pas exprimé à 100% ou il est exprimé partiellement seulement. Donc c'est un cas qui n'est pas prévu, entre guillemets, dans le schéma mendélien. L'autre type d'exemple, c'est ce que la génétique classique appelle la pénétrance variable, c'est-à-dire que effectivement tous les individus mutants ont un phénotype mutant, donc on reconnaît le phénotype qui correspond au gène ou à l'allèle du gène en question, mais le degré de ce phénotype n'est pas identique. Le cas de polydactylie est comme ça. Vous pouvez avoir une polydactylie complète, donc vous avez ici une personne avec une main qui a 6 doigts, donc on voit aussi sur le radio que ce sont des 6 doigts parfaits. Et voilà un autre qui a un bourgeon de doigts supplémentaire. Je n'ai pas trouvé de photo de radio, donc je vous montre un pied, mais c'est à peu près la même chose. Donc vous avez un dédoublement d'un os qui montre que ce n'est pas complet. Donc ce n'est pas 100% comme ici, mais un cas intermédiaire. Donc ça s'appelle pénétrance variable. Donc on a aussi des individus qui n'ont que 5 doigts et pourtant ils sont mutants. Donc l'expressivité variable et pénétrance variable sont souvent ensemble. Donc on observe souvent les 2 phénomènes ensemble. Aucun de ces 2 ne peut être expliqué par la génétique classique telle que j'ai montré pour les fleurs ou pour les petits pois. Donc on peut en conclure que le génotype et le phénotype ne corrèlent pas toujours. Il y a des cas encore plus flagrants. Là, je vous cite le cas de phénylcétonurie. Il s'agit d'une maladie métabolique. Les personnes qui ont cette mutation, cet allèle muté, ne peuvent pas métaboliser le phénylalanine, qui est un acide aminé présent dans les protéines. Et ce trouble métabolique, entre autres, déclenche, est associé à un retard mental. Jusqu'à ce que cette maladie... ce qu'on sait maintenant, c'est que si on dépiste cette maladie dès la naissance et qu'on fait manger aux enfants qui portent la mutation un régime qui est très pauvre en phénylalanine,
en gros, il ne mange pas de viande, ni de poisson, ni des œufs, et il est strict végétarien, il n'aura absolument aucun retard mental, il aura un développement tout à fait normal. Donc là, nous avons un cas où on ne sait pas vraiment qui détermine quoi. Est-ce que c'est le gène qui détermine la maladie ou est-ce que c'est l'environnement, donc le régime alimentaire qui détermine la maladie? Il est évident que le phénotype est le résultat des deux. Donc c'est un cas, encore une fois, qui ne devrait pas exister sous cette forme si on prend à la lettre le schéma mendélien. L'autre chose, c'est que nous savons que le phénotype peut changer avec le temps. Donc là, je vous cite quelques maladies, mais il y en a énormément. En fait, presque toutes les maladies héréditaires tombent dans cette catégorie. Jusqu'à un certain stade, il n'y a pas de pathologie observable. Et à un stade de la vie, souvent dans la petite enfance, mais parfois c'est beaucoup plus tard, pour la maladie de Huntington, par exemple, c'est après 50 ans, on observe l'apparition de la pathologie. Et pourtant, le gène mutant ou l'allèle mutant était déjà présent dès le début, bien entendu. Donc ici, conceptuellement, on rejoint un peu le problème du développement. Nous allons en discuter un peu plus tard. Dans le cas du développement, il y a aussi un changement de phénotype qui s'opère au cours du temps, et pourtant c'est le même génotype, c'est les mêmes gènes tout le temps. Il y a aussi le cas de la pléiotropie. C'est-à-dire qu'un gène peut influencer plusieurs caractères. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous savons que pratiquement tous les gènes sont comme ça, que le schéma un gène, un caractère est une simplification et qu'on n'observe jamais, très très rarement, les cas où il n'y a qu'un seul caractère qui est touché. C'est juste pour l'analyse génétique qu'on essaie d'isoler un caractère des autres et considérer un seul caractère. La conséquence de ça, c'est que nous avons des caractères polygéniques. Qu'est-ce que ça veut dire polygénique? Imaginons qu'un caractère est influencé par plusieurs gènes. Donc, je vous ai montré la combinatoire des deux gènes avec deux allèles AB au début, et vous avez vu qu'il y avait déjà 4 phénotypes différents et une multitude de génotypes, donc combinaison des gènes possibles. Imaginez, si vous en avez 3 ou plus, vous avez toute une série de combinaisons et il sera difficile de catégoriser dans classe les individus avec les phénotypes différents. Donc nous avons un continuum de phénotypes. Vous connaissez des phénotypes comme ça très bien. Par exemple, la taille est un phénotype polygénique. Nous savons très bien que les grands-parents ont la tendance d'avoir des grands-enfants et des petits-parents ont la tendance d'avoir des petits-enfants, mais il y a beaucoup d'exceptions aussi. Et surtout, si vous observez la taille des enfants, vous observez un continuum qui va de petit jusqu'à très grand, en passant par un moyenne, et la plupart des enfants tombent, les adultes aussi tombent dans la catégorie qui est proche de moyenne. Donc, ici, vous avez un retour vers l'hérédité par mélange. Donc, ils n'étaient pas si bêtes que ça au XIXe siècle, quand ils pensaient en termes d'hérédité par mélange. Vous voyez que si on considère plusieurs gènes, et le caractère sur lequel ces gènes agissent, on a affaire à une hérédité par mélange, exactement comme eux ils ont dit. Et c'est là où je veux juste vous répéter encore une fois que la contribution de Mendel, c'est qu'en découpant le caractère en petites tranches et en supposant l'existence des facteurs, il a pu formaliser ça. Donc maintenant, on a même l'hérédité par mélange qui peut être expliquée par ça. Donc voilà, la génétique classique dit qu'un gène, un caractère, sauf exception, de plus en plus nombreux. Le génotype, c'est ce qui détermine, c'est l'ensemble des gènes, mais on ne les observe pas. On observe le phénotype, qui est la conséquence, et qu'on ne peut pas hériter des caractères acquis. Alors, comment on différencie un phénotype d'un caractère acquis? Ça, c'est une question importante, parce que si vous dites qu'il est hérité, donc il n'est pas acquis, dans ce cas-là, vous avez un raisonnement totalement circulaire. Parce qu'on détermine ce qui est acquis
par la chose qu'on veut exclure de l'explication. Considérons ce cas. Vous avez un phénotype, on peut l'appeler Superman de la piscine municipale. Supposons qu'il s'agit d'un père et d'un fils, donc on a deux individus de générations différentes. Comment vous décidez si les lunettes ou le caleçon est un phénotype acquis ou hérité? Avec cette observation, c'est impossible. Parce que par exemple, ils peuvent aller dans le vestiaire et se changer, et on va dire que, ah tiens, ça c'était acquis parce que ça a changé, mais on a des exemples de caractères hérités qui changent au cours de la vie aussi. Donc, ce n'est pas un critère non plus. Donc, on a vraiment beaucoup de difficultés de dire ce que c'est un caractère acquis et ce que c'est un phénotype déterminé génétiquement. Ces difficultés nous renvoient à cette définition ou ce découpage génotype-phénotype. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on observe le phénotype et pas le génotype. Et pourtant, c'est le génotype qui est hérité et pas le phénotype, n'est-ce pas? Donc, le schéma conceptuel de la génétique est basé sur ces deux notions, génotype-phénotype, mais l'un détermine l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est le phénotype? C'est ce qui est déterminé par le génotype. Et qu'est-ce que c'est le génotype? C'est celui qui détermine le phénotype. Donc, on a un raisonnement circulaire ici aussi. L'un détermine l'autre. Et vous pouvez ouvrir n'importe quel dictionnaire. Je vous conseille, quand vous rentrez chez vous, ouvrez un dictionnaire, recherchez le terme génotype. Vous allez trouver le génotype, c'est ce qui détermine le phénotype. Et pour le phénotype, vous allez trouver la définition contraire. Le phénotype, c'est ce qui est déterminé par le génotype. Il y aura beaucoup d'explications sur l'ADN, sur le chromosome, etc. Mais ça, il y a toujours au début de chaque définition. Donc là, on a une difficulté conceptuelle. Pour continuer, avant de s'attaquer à ces difficultés conceptuelles, avec la génétique classique, il y a une autre contribution qui est essentielle pour la génétique, c'est la découverte, c'est la théorie chromosomique de l'hérédité. Alors, on lit la théorie chromosomique d'hérédité au nom de Thomas Morgan, qui a reçu le prix Nobel pour ses découvertes, mais en fait, ils étaient plusieurs, bien entendu. Ce qu'ils ont observé, c'est que dans les cellules, il existe des petites choses, des chromosomes, donc quelque chose qui se colore fortement avec un colorant qu'on peut appliquer aux cellules animales et végétales également. Donc d'où le terme chromosome. On ne les voit pas parce qu'ils sont dans le noyau de la cellule, mais ils se condensent, ils forment ces petits bâtonnets pendant la division. Et ce qu'on voit, c'est que la moitié des bâtonnets va dans une cellule, l'autre moitié va dans l'autre cellule. Pendant longtemps, ils ne savaient pas à quoi ça sert. Et puis quelqu'un a eu l'idée que, tiens, mais si c'était les chromosomes qui portaient les facteurs ou les gènes mendéliens. Juste pour vous montrer quelques images obtenues par des méthodes un peu plus récentes. Donc en fluorescence, ici vous voyez justement le moment où les deux jeux de chromosomes se ségrègent dans une cellule qui se divise en deux. Ici vous avez une photo d'un chromosome humain en microscopie électronique par balayage. Donc c'est juste pour illustrer l'existence de ces chromosomes. Alors, l'autre, en ce qui concerne les chromosomes, vous allez voir, ça introduit l'idée que le gène, ce n'est pas simplement un outil conceptuel, mais il a une vraie existence physique. Donc on peut le toucher, entre guillemets. Ça correspond à une vraie structure qui existe dans la cellule. Étant donné que les chromosomes se ségrègent, que les chromosomes se dupliquent pendant la vie de la cellule avant de se diviser, tout ça, ça donne penser qu'effectivement, on a ici un mécanisme pour l'instant non explicable, mais qui permet de rendre existants physiquement les facteurs ou les gènes hypothétiques. L'autre chose qui était essentielle dans la découverte ou dans le travail des généticiens de début du XIXe siècle, c'est la découverte des mutations. Alors, qu'est-ce que c'est les mutations?
Les mutations, ce sont des changements brusques d'un caractère d'une génération à l'autre. Ici, vous avez un exemple d'une mouche, d'une drosophile, qui a une partie du corps qui est dupliquée. Alors, il n'y a pas d'état intermédiaire entre les deux. On ne peut pas trouver de mouche qui a juste un aile qui est là mais pas l'autre, ou qui représenterait un état intermédiaire entre les deux. On a soit l'un, soit l'autre. On peut les croiser parce que cette mutation est tout à fait viable, donc cette mouche peut se reproduire, et on peut faire de la génétique mendélien avec, donc comme avec les petits pois, et on peut observer la ségrégation. On peut observer la première génération où il n'y a pas de mutation, et puis on peut observer la deuxième génération où on voit apparaître de nouveau des mouches avec 4 ailes. Et effectivement, l'idée c'est que les gènes, donc les deux allèles d'un même gène, peuvent subir une mutation, un changement brusque qui va créer un phénotype qui est sensiblement différent. Alors, cette mutation fait appel à des états quantiques, si vous voulez, dans la physique. Donc on est au début du XXe siècle, le développement de la physique quantique, et donc tout d'un coup, on s'est dit que voilà, les gènes ont des états quantiques, donc ils peuvent changer brusquement d'un état à l'autre, et donc ça a des conséquences phénotypiques, donc conséquences sur les caractères héréditaires. L'autre avantage de disposer des mutations, c'est que ça peut expliquer l'évolution. Donc je vous ai dit que l'évolution est étroitement liée à la science de l'hérédité, mais l'évolution est une science de changement, tandis que l'hérédité est une science de l'invariance. Alors ici, nous ne savons pas exactement comment se produisent les mutations, mais on peut dire que c'est par des changements brusques que l'évolution est possible. Parce que si ce changement brusque dans l'exemple que je vous ai montré, donne 4 ailes à une drosophile. Si cette drosophile peut mieux voler, mieux se nourrir et mieux se reproduire, alors ça sera peut-être une forme évoluée de la drosophile, et que cette forme va envahir la population et devenir majoritaire. Donc on peut avoir une unité de l'évolution, ça peut être une mutation. Alors, l'autre découverte qui concerne les chromosomes, c'est l'existence des recombinaisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Morgan a observé que les chromosomes peuvent se recombiner au cours de la formation des gamètes. Donc ils peuvent s'échanger des morceaux, et cet échange peut se faire de façon aléatoire. Alors grâce à ce type d'échange des morceaux entre les chromosomes, les allèles qui se trouvent sur l'un et sur l'autre peuvent s'échanger également. Donc on peut créer des nouvelles combinaisons d'allèles qui peuvent avoir des phénotypes différents à la génération suivante. Donc grâce à ces recombinaisons entre les chromosomes qui ont des conséquences phénotypiques, on peut cartographier, entre guillemets, l'ordre, les positions des gènes sur le chromosome. Étant donné qu'un gène qui se trouve au début et un autre qui se trouve à la fin se recombinent plus souvent que des gènes qui sont côte à côte. Parce que les cassures se font par hasard, et donc la chance d'avoir une cassure entre deux gènes va augmenter avec la distance entre ces deux gènes sur le chromosome. Alors, il a développé toute une technique de croisement et d'étude de cartographie génétique, et il a construit des cartes génétiques. Voilà le chromosome 2 de la drosophile, où il a déterminé la position des gènes qui créent des mutations, donc dont la mutation crée des phénotypes différents. Par exemple, cet mutant a le corps noir, ou des yeux, la couleur des yeux peut changer, etc. Alors les distances, en l'honneur de Morgan, actuellement on mesure les distances génétiques en centimorgan. 1 centimorgan, c'est 1% de chance de recombinaison. Donc cette méthode qui était utilisée, qui est toujours très utilisée pour la cartographie génétique, a permis par exemple la création de la carte génétique humaine. J'ai pris le chromosome 2 juste parce que
Ici, on a vu le chromosome 2 de la drosophile. Le chromosome 2 de l'homme n'a rien à voir avec le chromosome 2 de la mouche. C'était juste un exemple. On peut placer des gènes qui portent un nom sur le chromosome grâce à la cartographie génétique. Nous ne savons toujours pas ce que c'est le gène et nous ne savons toujours pas ce que c'est la mutation, mais nous savons qu'il se trouve quelque part sur le chromosome et qu'il peut muter. Donc un gène détermine un caractère. L'ensemble des gènes, c'est le génotype et l'ensemble des caractères héréditaires, c'est le phénotype. Le gène est invariable, donc l'hérédité de l'acquis est impossible, mais il peut muter, et donc la mutation, ce n'est pas vraiment l'hérédité de l'acquis, c'est une mutation qui touche directement le gène. Et maintenant, nous savons que les gènes se situent sur le chromosome. Avec ça, nous avons fait le tour de la génétique classique. Donc vous avez à peu près vu ce que la génétique classique a créé entre Mendel et des années 50. Il est évident que l'étude se concentrait sur les chromosomes, parce qu'on pensait que c'est ça qui porte l'hérédité, et donc il y avait beaucoup d'études biochimiques pour identifier la substance chimique qui pourrait être le porteur de l'hérédité. On saute dans le temps jusqu'aux années 50 et on arrive tout de suite à l'ADN. Donc c'est la partie de l'histoire que sans doute tout le monde connaît le mieux parce qu'on en a parlé beaucoup. On sait que dans les chromosomes, il y a de l'ADN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, c'est un nom un peu barbare, un nom chimique, est une molécule composée de 4 types d'unités et qui forment une très très longue molécule. On imagine qu'un chromosome, c'est en fait une seule molécule d'ADN. Alors, l'ADN, en tant que substance chimique, était connu depuis très longtemps. Il n'était pas considéré comme un bon candidat pour l'hérédité, tout simplement parce qu'il n'a que 4 composants. Donc, en plus, le rapport de ces 4 composants est constant, ça ne change pas. Donc, avec 4 composants, comment on peut imaginer une combinatoire aussi compliquée qui pourrait déterminer quoi que ce soit au niveau du phénotype? La situation a changé quand la structure de l'ADN était déchiffrée. Les 2 personnes très connues qui ont contribué à ça, c'est James Watson et Francis Crick. Francis Crick est mort il n'y a pas très longtemps, et James Watson, il a dirigé le projet du génome humain jusqu'à récemment. Il était démis de ses fonctions à cause de ses déclarations racistes qu'il a fait il y a 2 ou 3 semaines. Ça n'empêche que la découverte de la structure de l'ADN est une découverte extrêmement importante qui a donné naissance à tout un domaine dans la biologie qui est la biologie moléculaire. En fait, depuis les années 60, toute la biologie tourne autour de la biologie moléculaire, utilise les méthodes de la biologie moléculaire, les concepts de la biologie moléculaire, et tout est expliqué à travers de la biologie moléculaire. Vous allez voir la prochaine fois, et peut-être la fois d'après, qu'on arrive plus ou moins à la fin de cette période de biologie moléculaire, où on commence à découvrir que peut-être l'enthousiasme a trop emporté les scientifiques, et peut-être il faut un peu revoir les bases pour pouvoir continuer. Mais pour l'instant, on est au moment où la structure de l'ADN était découverte. Alors pourquoi c'est important? La structure nous dit que c'est vrai qu'il n'y a que 4 types de composants. Donc on les indique avec des lettres, T, A, G, C. Mais la molécule est composée de 2 brins. Donc si on aplatit sur le papier, ça donne une espèce d'échelle où chaque brin détermine l'autre. En fait, ils sont complémentaires. Parce qu'en face d'un T, il y a toujours un A, en face d'un G, il y a toujours un C. Donc si vous connaissez la séquence de ces lettres sur un brin, il détermine de façon invariable la séquence des lettres sur l'autre brin. Dans la réalité, ce n'est pas une échelle, mais une espèce de double hélice qu'on voit souvent illustrée de façon plus ou moins imagée.
Vous avez même aussi des illustrations qui bougent. C'est très joli. Ça montre bien qu'il y a cette complémentarité entre les deux brins. Alors, grâce à cette complémentarité, on peut expliquer plusieurs choses. La première chose, c'est comment cette molécule peut être copiée en deux identiques. Alors, si vous avez les deux brins qui se séparent, et une machinerie enzymatique de la cellule qui est capable de synthétiser un brin complémentaire, alors les deux molécules qui résultent d'un tel processus seront identiques. Donc là, on a expliqué la duplication, si vous voulez, la copie des chromosomes. Parce qu'on a un mécanisme chimique très simple qui explique comment la copie se fait. L'autre chose, c'est que les travaux ultérieurs ont montré que la séquence de ces nucléotides, la séquence de l'ADN, correspondent à la séquence des protéines, de certaines protéines. Donc on peut trouver des séquences d'ADN où, si on prend des mots par 3 lettres, chaque 3 lettres correspondent à un mot qui va déterminer un acide aminé qui correspond à un acide aminé dans la séquence des protéines. Donc on peut imaginer les chromosomes ou le génome entier comme des séries de séquences d'ADN, et dans chaque séquence d'ADN, il y a des mots écrits par 3 lettres qui vont déterminer la séquence des acides aminés dans les protéines. Donc pour l'instant, on est un peu technique et un peu biochimique, mais vous voyez qu'on a une molécule que la cellule est capable de copier, que cette molécule peut servir comme matrice pour, à travers ou grâce à une autre molécule ribonucléique qu'on appelle l'ARN messager, qui peut être synthétisé sur cette séquence d'ADN. Et cet ARN messager, une fois exporté du noyau de la cellule où se trouvent les chromosomes, peut être traduit en protéines. Donc ici, juste une photographie en microscopie électronique. Vous voyez la molécule d'ADN, ou ici c'est en plus grand. Vous voyez la molécule de l'ADN. Voilà, les flèches indiquent le début et la fin d'un gène. Et ces lignes qui sont là, ce sont des molécules d'ARN, donc d'ARN messager, donc acide ribonucléique messager, qui sont en train d'être synthétisés. Donc ils commencent au début et la copie se fait jusqu'au bout du gène. Et après, ces ARN messagers sont transportés à l'extérieur du noyau où les protéines sont synthétisées. Donc nous avons une colinéarité, je ne dis pas parfaite, mais une bonne colinéarité entre la séquence des bases dans l'ADN et la séquence des protéines. Et ce que la biologie moléculaire a réussi d'établir très rapidement, donc à la fin des années 50, début des années 60, c'était ce qu'on appelle aussi le dogme central de la biologie moléculaire, c'est que l'ADN détermine la séquence de l'ARN parce qu'il est copié sur la molécule d'ARN, et que l'ARN détermine la structure des protéines parce qu'il va déterminer l'enchaînement des acides aminés. Donc ce sont des briques qui construisent les molécules de la protéine. Et les protéines, c'est la majorité de notre organisme. Ce sont les constituants de base de chaque être vivant. Donc on a ici un schéma assez simple que la génétique a récupéré tout de suite, ou bien en fait, peut-être c'est pas correct de dire qu'il a récupéré, mais il a utilisé tout de suite, aussi bien que le schéma était déjà établi avec les idées de la génétique, où on dit que le gène qui est un morceau d'ADN, par l'intermédiaire de ces étapes biochimiques qui est l'ARN messager et la protéine, détermine le phénotype. Et on a dit que, voilà, nous avons déjà élucidé le mécanisme, comment le gène, les deux premières étapes, donc comment à partir de gène on a une molécule d'ARN messager, et comment à partir d'une molécule d'ARN messager on peut obtenir, la cellule peut synthétiser une protéine, et il ne reste que le reste. Donc il y a encore quelques étapes sans doute, donc on a encore du travail à faire, mais en gros, c'est de cette façon que le gène va déterminer le phénotype. Donc à partir de ce moment, la question est très simple. Il faut beaucoup travailler, il faut comprendre ce qui se passe entre la protéine et le phénotype. Donc
dans les cas très simples, on peut savoir, par exemple, phénylcétonurie, un enzyme est muté, il ne peut plus métaboliser le phénylalanine, donc on a une maladie. Donc là, le rapport entre le gène et la protéine et le phénotype est très simple. Mais quand il s'agit d'un cas plus compliqué, comme la croissance, par exemple, là, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas vraiment avancer aussi simplement. Donc, le gène qui était un outil conceptuel s'est transformé en un objet, en une substance chimique. C'est un morceau de la molécule d'ADN. Et cette substance chimique a un début et une fin, donc on peut le définir exactement comment il est. Et donc le gène, c'est quelque chose qui a une existence physique, contrairement à la génétique classique, considérée comme un outil conceptuel. Alors, la découverte de la structure de l'ADN et le début de la biologie moléculaire coïncident avec la période de développement de la théorie d'information. Et la théorie de l'information a un effet très important sur le développement de la génétique. En fait, il y a toute une terminologie dans la biologie moléculaire ou dans la génétique moléculaire qui vient directement de la théorie de l'information. Donc, je vous ai mis ici une citation de François Jacob qui parle de l'hérédité en termes d'information, de messages et de codes. Donc, ce sont des notions qui viennent directement de la théorie de l'information. Donc, on considère le gène comme un message qui est transmis d'une génération à l'autre. Et ce message, en fait, il est codé parce qu'il code pour le phénotype. Il est transmis d'une génération à l'autre comme le message de la théorie de l'information. Et donc l'interprétation, c'est que la structure des macromolécules est déterminée jusqu'à dans les détails par des séquences de 4 radicaux chimiques qui forment l'acide désoxyribonucléique. Et ce qui est transmis de génération en génération, ce sont des instructions qui spécifient la structure des molécules. Donc vous voyez, on a comblé l'abîme entre le gène et le phénotype. Au début, on n'avait que des corrélations. Quand on observe un tel génotype, on observe un tel quand on observe un tel phénotype, on suppose qu'il y a un tel génotype. Et maintenant, nous avons cette notion de l'information et de code et des instructions qui sont spécifiées dans l'ADN. Donc, nous avons ici un cadre conceptuel qui est totalement différent de ce qui était le cadre conceptuel de la génétique classique. La vraie contribution de la génétique moléculaire, c'est ça, probablement. Et bien entendu, il y a toutes les découvertes des structures des molécules, des mécanismes, etc. Mais il y a un saut conceptuel qui s'est opéré dans les années 60-70 et qui... vous allez voir si c'est vraiment un saut, étant donné que... vous allez voir à la fin. Donc pour l'instant, restons avec cette idée que le génotype, en fait, c'est une représentation codée du phénotype. Donc on a ici affaire à une représentation codée. Donc ce que vous voyez, ce n'est pas ça. En fait, c'est une représentation codée. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas une pipe, c'est juste une représentation d'une pipe. Donc quand vous avez la séquence de l'ADN, c'est une représentation codée de phénotype. Donc une description codée de l'apparence extérieure. Alors, à partir de ce moment, on arrive directement à la conclusion. Ici, c'est une citation de James Watson, mais j'aurais pu prendre, ou j'en ai pris aussi, vous allez voir, d'autres, qui dit que nous savons maintenant que la vie n'est rien d'autre qu'une vaste série de réactions chimiques coordonnées. Et le secret de cette coordination réside dans le jeu complexe d'instructions inscrites chimiquement dans notre ADN. Donc, à partir du moment où vous avez le secret de la vie inscrite dans l'ADN, il est évident que l'ADN, c'est la chose la plus importante de la vie, n'est-ce pas? Donc on considère l'ADN comme un dépositaire d'un secret de la vie.
D'où la nécessité de connaître complètement de tout ce qui est sur l'ADN. À partir des années 80, surtout 90, il y a un effort considérable qui a été fait pour séquencer le génome humain, par exemple, ou séquencer les génomes de beaucoup d'animaux différents, beaucoup d'espèces différentes. Donc du coup, on n'est pas vraiment étonné non plus de voir que la fin de programme de séquençage du génome était annoncée pas par un scientifique éminent qui a contribué, bon, ils sont là aussi, ils sont derrière le président américain, mais par le président des États-Unis. Alors, en fait, c'était une conférence de presse où Tony Blair, le Premier ministre anglais, a participé par téléconférence. Et en France ou dans d'autres pays qui ont participé au séquençage du génome humain, des politiciens ont participé également à des conférences de presse simultanées pour annoncer que, voilà, le génome de l'homme est séquencé. Alors, vous voyez que le secret de la vie, si les scientifiques disent que c'est le secret de la vie, c'est un tel enjeu que ce n'est plus une question scientifique, ça devient une question d'enjeu de société. C'est probablement la raison pour laquelle, d'une part, l'industrie, mais aussi les politiques se sont mêlés et donc contrôler ce vaste projet scientifique, qui était scientifique au départ, qui était le séquençage du génome humain. Alors, une question qui reste encore à savoir, c'est que, bon, d'accord, si la séquence de l'ADN, c'est le secret de la vie, alors comment on explique l'ontogénèse? Donc, nous savons que il y a le développement embryonnaire, ce n'est pas simplement la croissance d'un homuncule qui est déjà tout fait dans les gamètes, mais quelque chose d'autre. Donc, comment la biologie moléculaire traite l'ontogénèse? Alors, pour répondre de façon très simple, la biologie moléculaire ne traite pas de l'ontogénèse. Elle réduit l'embryologie à une étude ou une description des profils d'expression génique. Donc on peut déterminer, et c'est ce que la génétique du développement a fait en gros ces derniers 20-30 ans, c'est de déterminer exactement à quel stade, quel gène est transcrit en messager, ARN messager, dans quelle partie de l'embryon. Puisqu'il s'agit d'un message codé et de l'information, et donc tout ce que j'ai dit concernant la terminologie de théorie d'information, vous allez voir qu'on a une approche extrêmement, comment dirais-je, qui utilise le discours de la théorie de l'information. Je vous ai mis ici une citation de nouveau de François Jacob. En fait, c'est la suite de la situation précédente. Quand il dit que chaque œuf contient donc dans les chromosomes reçus de ses parents tout son propre avenir, les étapes de son développement, la forme et les propriétés de l'être qui en émergera. L'organisme devient ainsi la réalisation d'un programme prescrit par l'hérédité. Alors, cela signifie que ce qui est écrit selon cette opinion dans les bases, dans les 4 lettres de l'ADN, c'est un programme de même type que le programme génétique, programme informatique, voilà, j'ai fait un lapsus, comme un programme informatique qui est constitué d'une série d'instructions qui va déterminer de façon inévitable comment l'embryon doit se développer et comment les choses doivent se dérouler, et peut-être même au-delà. Donc, ce sont quand même des termes extrêmement forts pour dire que tout son propre avenir est contenu dans les gènes. C'était dit en 70 pour vous montrer que l'opinion n'a pas beaucoup changé depuis. John Maynard Smith est un évolutionniste renommé. Il a dit 30 ans plus tard, quand il parle de progrès de biologie de développement, il a dit que ce progrès était rendu possible par l'application à cette question de développement des idées et des méthodes de la génétique moléculaire. La justification de cette approche se résume au fait que les gènes portent sous forme codée toutes les instructions nécessaires pour construire un organisme vivant. Alors, effectivement,
il y a une armée de scientifiques qui met en réalisation ce projet de recherche. Voilà juste une petite citation d'un article encore plus récent, publié en 2006. Il s'agit de séquençage du génome de l'oursin, qui est un modèle classique de l'embryologie, où les auteurs disent que la connaissance de cette séquence accélérera le processus de compréhension complète du système génomique qui contrôle les spécifications du développement et les fonctions morphogénétiques. Elle éclairera donc le processus de développement de tous les animaux. Alors c'est encore une fois très très fort. Et voilà une illustration de l'article des mêmes auteurs. Vous voyez, la couleur bleue, c'est toujours la détection de fonctionnement d'un gène au cours d'un développement. Et le petit schéma ici, qui ressemble beaucoup à des circuits imprimés, électroniques imprimés, ou des petits schémas d'instruction d'une procédure, sont les traductions de ces expériences en termes de programmes informatiques. Alors, vous voyez, à partir d'un concept aussi simple que le facteur de Mendel, à travers plusieurs étapes d'évolution, on est arrivé à une situation où on considère l'ADN comme le dépositaire de secrets de la vie qui détermine tout. Quand je dis tout, c'est sous-entendu que ça détermine l'apparence, la physiologie, le développement des êtres vivants. Et donc on considère l'ADN comme la chose la plus importante du vivant. À tel point que il y a des biologistes, Ernest Mayr par exemple, qui définissent la vie à travers de l'existence de l'ADN dans les cellules. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Si on dit que l'ADN contient toute l'information, le plan de construction du vivant dans les gamètes, conceptuellement, ça ressemble beaucoup à ce que les préformationnistes disaient il y a 500 ans. La seule chose qui a changé, c'est qu'on n'a plus affaire à un homuncule assis, accroupi dans les gamètes, mais on a une description symbolique, une représentation symbolique de l'être vivant que ça doit être, et c'est à partir de ça, tout se passe automatiquement. Donc il n'y a pas vraiment place pour l'épigénèse, donc pour le développement, pour l'émergence de l'organisation du vivant ou de ses tissus et de ses organes, parce que tout était là, tout est prédéterminé dans le programme génétique. Donc, vu par l'artiste, la même chose. Si on connaît l'ADN, ou la séquence de l'ADN, on peut déduire tout. Je vais terminer là aujourd'hui. Je vais juste vous dire qu'il y a plusieurs dizaines de génomes qui sont séquencés, en commençant par les plus simples qui sont certains virus et en terminant par les organismes un peu plus complexes comme l'homme ou certains d'autres mammifères, le chimpanzé ou encore d'autres mammifères. Et même les organismes les plus simples, comme le virus de SIDA par exemple, qui pourtant a été bien étudié, on ne sait pas comment il fonctionne, malgré le fait que ça fait des dizaines d'années qu'on dispose de la séquence de l'ADN. Donc si tout était écrit dans la séquence de l'ADN, on aurait peut-être progressé un peu plus. Mais on va discuter de cette problématique la prochaine fois. Aujourd'hui, je voulais juste vous donner la logique de l'évolution de la génétique qui nous a amenés à ce stade. Et nous allons voir la prochaine fois que les scientifiques sont conscients des difficultés et qu'il y a des tentatives de sortir de cette impasse conceptuelle et nous allons discuter un peu de ces tentatives. En attendant, si vous voulez quelques lectures,
je vous ai mis ici une liste de livres publiés récemment. Les premiers deux, ce sont des livres qui reflètent la vision néo-préformationniste, si je peux me permettre, de la génétique. Erwin Schrödinger, c'est un physicien, comme vous savez, de physique quantique, qui a écrit un petit livre, Qu'est-ce que la vie, publié avant la guerre. Et dans ce petit ouvrage, il a proposé l'idée de programme génétique. Donc la biologie fait souvent référence à Erwin Schrödinger. Alors vous pouvez lire son raisonnement de physicien. Pourquoi, pour lui, il est impossible d'imaginer qu'il y a autre chose qu'un programme, donc un déterminisme strict de la fonctionnement du vivant. Et vous allez voir que maintenant, 60 ans plus tard ou 50 ans plus tard, en connaissant beaucoup plus de choses du vivant, le même raisonnement peut nous amener à une conclusion opposée. Je vous ai cité également deux analyses critiques de la génétique moléculaire actuelle, de John Stewart et de Jean-Jacques Kupiec et Pierre Sonigo, ainsi que deux ouvrages sur l'histoire de la génétique d'André Pichot qui analyse la notion de gène, et Evelyn Fox-Keller qui étudie la génétique en général et plus particulièrement l'utilisation des métaphores empruntées ou de terminologie empruntée de la théorie de l'information. Donc, si vous avez des questions, je vais essayer de répondre. Et la prochaine fois, on va continuer avec la suite.